Bonjour à toutes et bienvenue sur Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Je suis Tiffaine Lebrun et depuis déjà 17 épisodes, je m'efforce de vous guider au travers de votre parcours de soins et d'interviews de femmes, de professionnels qui pourront peut-être vous aider à trouver des clés pour aller mieux. Avant de commencer cet épisode, qui parlera entre autres de la préservation d'ovocytes, mais pas que, je vais d'abord vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Parlons un peu de l'endobox. Mais qu'est-ce que c'est ? Après la création du podcast Parlons d'endo et de la page Instagram Le Journal de l'endométriose, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'avais besoin de proposer un outil concret aux femmes sans prendre la place d'un médecin. Quelque chose de complémentaire qui accompagne et qui permet de reconnecter à son corps. Ceci est chose faite. Et j'ai créé l'Endobox, il est temps. L'Endobox, c'est une boîte, un coffret réconfortant pour apporter des idées et des clés aux femmes. À l'intérieur, on trouvera des compléments alimentaires pour essayer de rééquilibrer sa digestion, mais aussi des huiles, une huile et une huile essentielle pour se masser, antispasmodique. On aura aussi un sérum sans perturbateur endocrinien pour prendre soin de soi, 2 séances de sophrologie pour gérer les douleurs et les émotions liées à l'endométriose, une séance de yoga inspirée du yoga des hormones, un épisode exclusif du podcast sur les 6 déclics qu'on peut avoir lorsqu'on a de l'endométriose, un coffret dessiné à la main et pour garder chez soi, pensé par une dessinatrice et qui s'est mis au cœur des problématiques de l'endométriose et des femmes, de la sororité. Vous avez aussi du CBD, 10%, à faible dosage, pour vous familiariser avec cette clé, voir si elle vous convient, une infusion, même 2 infusions à tester, pour voir celle qui vous convient le mieux. Il y a aussi un baume pour la vulve, et j'en passe. L'idée, c'est de vous faire tester des produits en quantité normale, pour que vous puissiez ensuite vous tourner vers ce qui vous convient. Pour commander l'Endobox, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site du Journal de l'endométriose, lejournaldelendométriose.com ou sur la page Instagram. Le lien est dans la bio. Avec le code Parlons d'endo, vous aurez une réduction surprise sur la box. J'ai décidé de faire un petit cadeau aux femmes qui écoutent le podcast puisque le lien va au-delà de cette box évidemment. Souvent on se suit depuis quelques temps et si vous arrivez sur le podcast, d'autant plus, bienvenue. J'entends beaucoup de choses sur la maternité. Notre société aurait évolué. Et aujourd'hui, l'âge moyen de procréation d'une femme n'est plus de 25 ans, mais de 31. La notion de fertilité, elle n'a pas bougé. Alors, que faire de tout cela ? Est-il possible aujourd'hui de gagner du temps ? Et lorsqu'on est atteinte d'une maladie comme l'endométriose, qui touche à la fertilité dans 30 à 40% des cas, que faire ? La médecine nous offre l'opportunité de préserver nos ovocytes. Mais attention, sans certitude aucune que nous puissions les utiliser plus tard, car à la décongélation, les ovocytes ne sont pas toujours viables. Pourtant, pour certaines femmes, cette préservation a sauvé leur projet de maternité et elles ont pu devenir maman en portant un enfant. Car je le rappelle, il y a plusieurs façons de vivre une maternité, de devenir maman. Diana me l'a rappelé aujourd'hui et hier au téléphone, puisqu'elle peut aussi vivre sa maternité de manière différente, en s'occupant des enfants d'un conjoint, en adoptant, en étant tata. Voilà, plein de façons pour elle de s'incarner en tant que maman, mais ça nous le verrons pendant l'épisode. Pourquoi ? Parce que pour Diana, une maman, c'est celle qui donne du soin, celle qui donne de l'amour, celle qui materne. Et j'ai trouvé son ouverture d'esprit incroyable. Je vous laisse tout de suite avec les mots de Lolette qui nous ouvre le sujet de la préservation d'ovocytes et on enchaînera avec Diana pour suivre son histoire ensemble. Bonne écoute! J'ai eu ce déclic de me dire qu'il fallait que je fasse cette préservation ovocytaire après un cercle de femmes où il y a une autre femme qui avait confié, elle était un tout petit peu plus âgée que moi, quelques années de plus, et elle avait confié qu'elle avait préservé ses ovocytes. Et à l'époque, moi je m'étais dit, ça m'était vraiment pas passé par la tête. Je m'étais dit ok, bon, et puis ça a fait son chemin, et petit à petit, voilà, ça a été clair pour moi. Et j'en ai parlé à ma gynécologue et qui a assez approuvé la décision en me disant que c'était effectivement une sage décision de se laisser du temps avec ça. C'est une solution en tout cas moi c'était une solution pour continuer à en trouver d'autres et c'était gagner du temps quoi. Ça apporte beaucoup de sérénité effectivement. On vient d'écouter Lolette qui a participé au dernier épisode de Parlons d'endo sur
l'empêchement et l'impact de l'endométriose, notamment sur la rencontre amoureuse et la sexualité. C'est une raison aujourd'hui valable, l'empêchement sexuel, de faire une préservation d'ovocytes, le temps, comme le dit Lolette, de trouver ses propres solutions pour essayer de reconnecter avec sa sexualité et de dépasser ou de transformer ses peurs. Pourquoi préserver ses ovocytes ? Est-ce que c'est un processus ouvert à toutes aujourd'hui ? Qu'en est-il du don d'ovocytes si on n'utilise pas finalement les ovocytes qui ont été préservés ? Plein de questions qu'on aborde de manière libre et posées avec Diana, qui nous livre dans les tempêtes de sa vie quelques bribes de réflexion très approfondies. Bonne écoute. Alors, bonjour Diana, un grand merci de participer au podcast Parlons d'Endo et d'être là, tout simplement, dans les tempêtes de ta vie et dans les grands questionnements de l'endométriose pour les partager avec moi et nous toutes aujourd'hui. Nous allons parler d'endo, de toi et des grands défis qui se présentent à toi aujourd'hui, notamment la préservation ovocytaire, mais pas que, de tous ces grands défis que l'endométriose nous fait vivre malgré nous. Tout dépend de ce qu'on ressent en fait et de comment on le vit. Cela tombe très bien, en plus, notre discussion sur cette fertilité, cette maternité, voulue ou non voulue, puisque le 29 juin 2021, l'Assemblée nationale a adopté une loi bioéthique qui prévoit, entre autres, l'élargissement de la procréation médicalement assistée aux couples lesbiens et aux femmes seules, mais surtout qui autorise la préservation ovocytaire pour les femmes en dehors de tout problème de santé. Donc ça, c'est une avancée pour le monde et la France. Mais pour Diana, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça qu'on va découvrir. Est-ce que très rapidement, tu veux bien te présenter et nous raconter un peu ton parcours par rapport à l'endométriose ? Comment est-ce que tu l'as découvert ? Alors moi, je suis une jeune femme active de 37 ans, indépendante, qui n'a pas d'enfant et qui a découvert sur le tard son endométriose. Mes douleurs sont arrivées qu'à partir de mes 27 ans. Je pense que ça a toujours été là, mais ça m'a jamais gênée dans mon parcours de vie. Pour ma part, puisque j'étais une jeune fille libérée, je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit qui semblait coincé, en tout cas à l'intérieur. Hormis le fait que, ponctuellement, je pouvais avoir des constipations. Il est vrai que j'ai été assujettie à pas mal de petites mycoses ou ce genre de choses, mais bon, on se dit que c'est la vie d'une femme. C'est pas arrivé, bon, ça n'a rien d'anormal, hein. Mais très peu de douleurs, en tout cas, jusqu'à mes 35 ans. Oula, bizarrement, ça a pris un peu un virage dans ma vie et en effet, une grosse crise. Là, j'ai compris ce que pouvaient être des douleurs et encore, j'ai pas compris tout de suite que c'était lié à ça. C'était des douleurs comment ? J'avais l'impression qu'on m'arrachait les tripes. J'avais l'impression, j'avais envie de vomir. J'ai failli tomber dans les pommes. En fait, tu comprends pas ce qui se passe dans ton corps. Enfin, ça a été brutal. C'était vraiment brutal. Et qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là ? De toute façon, je pouvais rien faire, j'étais même pas en capacité de marcher, donc hormis appeler une amie, et je m'en rappellerai, merci à cette sage-femme qui a été à l'écoute, qui a répondu à mes messages pour me rassurer, parce que sans elle, en aucun cas, n'aurais exploré et cherché ce qu'il pouvait y avoir dans mon corps. C'est précieux d'avoir quelqu'un qui nous met sur la piste, ou en tout cas qui nous dit que c'est pas normal. Oui, c'est ça. Et ce qu'elle m'a dit, c'était qu'à ce moment-là, voilà, il était nécessaire d'aller revoir ce médecin et de regarder ce qu'il était possible de faire par rapport aux grosses douleurs que j'avais vécues. Assez peu de crises, sauf à partir du moment où j'ai posé en juin 2019 un stérilet cuivre. Mauvaise idée de prescrire à une femme qui a mal pendant ses règles ou hors de ses règles ou qui a des troubles digestifs ou des dyspareunies pendant ses rapports sexuels. Mauvaise idée de prescrire un stérilet en cuivre sans avoir d'abord écarté la piste de l'endométriose. Et ce n'est pas la bonne réponse. Je m'explique. L'efficacité du stérilet en cuivre est proportionnelle à sa teneur en cuivre. Le stérilet empêche la grossesse par l'utilisation du cuivre qui génère une inflammation de l'endomètre, la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Cette réaction inflammatoire empêche les spermatozoïdes d'atteindre les trompes. C'est donc une méthode de contraception dite fiable et certaines femmes qui veulent se passer d'hormones préfèrent essayer le stérilet en cuivre. Ce petit objet, souple, en forme de T de 3 à 4 cm, peut être dramatique pour une femme atteinte d'endométriose. L'inflammation empire et on constate souvent que les règles sont plus longues, les lésions se développent, très douloureux pour la femme. Il y a des témoignages de femmes qui disent que ça a été affreux tant les douleurs étaient importantes ou les règles hémorragiques et elles ont eu l'impression que leur corps était une vraie boucherie. Les femmes ne tiennent pas très longtemps et c'est ce que Diana nous raconte. J'avais alerté le gynéco que j'avais des douleurs pendant mes règles, ne souhaitais pas me faire d'IRM.
j'avais le souhait de porter un stérilet cuivre, donc il est allé au bout de la chose, il me l'a posé. Et quelques mois après, effectivement, j'avais des fortes douleurs et des règles très abondantes avec la pose du stérilet, puis pouvoir marcher, tellement c'était inflammé à l'intérieur de mon bassin, de mon utérus. Enfin, Et donc t'as demandé qu'on te retire ce stérilet ? oui, tout de suite. Simplement, on n'a pas accédé à ma demande aussi rapidement que ça, en fait. Puisqu'il a fallu que j'insiste au bout de 15 jours, parce que déjà, d'une part, il n'avait pas de disponibilité, mais surtout, au début, pour lui, ça pouvait pas être ça qui m'avait provoqué mes douleurs. Et j'ai vraiment insisté pour retirer ce stérilet, et j'ai bien fait, parce que... Alors ça n'a pas été un soulagement tout de suite, parce que le corps est meurtri, faut se le dire. Après, moi j'ai quand même la chance d'avoir des périodes où je n'ai pas de douleur en fait. Et c'est une réelle chance, c'est-à-dire que je peux être sans contraceptif, sans que mon corps s'embrase. Parce que c'est un peu la sensation qu'on ressent quand on a une crise, c'est cette partie d'inflammation intense à l'intérieur de son utérus. Et comment ça se passe pour toi au travail ? Pour ma part, je sais que cette endométriose peut être douce. Elle me permet en fait d'affronter mon travail sans trop de difficultés. Il est vrai qu'on peut vivre pleinement sa vie avec de l'endométriose. Être épanoui dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle, pour moi, ça ne me contraint pas au quotidien. Du coup, je l'ai évoqué dans mon travail. J'en ai parlé en tout cas aux femmes qui m'entourent, ma responsable, mes collègues de boulot. Et quand je sens que la fatigue chronique prend, bon, déjà je pense qu'elle le voit, ça c'est plutôt clair. Néanmoins, je l'évoque parce que par exemple, il y a des moments où les douleurs sont si fortes que parfois, même la prise de parole lors d'un entretien peut paraître difficile. Dans ces cas-là, je préviens en amont de l'entretien pour que la personne puisse prendre le relais si j'en ai pas la force en fait. Parce qu'il faut aussi être à l'écoute de ce qu'on ressent et de se dire qu'on n'a pas la force et ne pas s'infliger un discours de culpabilité sous prétexte qu'on n'est pas à fond tout le temps en fait. Parce qu'en fait, je pense que c'est le cas de toute personne. On peut ne pas être à fond tout le temps. Et je pense qu'il est aussi nécessaire d'en parler autour de nous parce qu'on découvre du coup beaucoup de personnes qui en sont affectées, on compare nos schémas, on voit ce sur quoi on peut s'entraider. Il y a souvent un partage de professionnels, on se partage toutes nos connaissances de professionnels qu'on a rencontrés dans notre parcours, et ça c'est très important. Donc voilà, pour ma part je l'ai pas caché. Et c'est une belle décision parce qu'elle te ressemble. Et ça, c'est le plus important. On n'a pas encore parlé du couple, alors que lorsqu'on s'est rencontrés toutes les deux, tu m'as dit quand même qu'après ton diagnostic, vous étiez séparés avec ton copain de l'époque. Ça avait été un électrochoc pour lui comme pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Mais déjà, l'annonce, j'étais avec quelqu'un. La personne qui me l'a annoncé a très vite abordé le sujet de la maternité. D'ailleurs, c'était la première chose qui m'a été évoquée en me disant faut faire un enfant tout de suite. Donc déjà j'étais chamboulée par l'annonce, je ne comprenais même pas ce qui se passait dans mon corps, et il fallait que je pense à quelque chose très rapidement qui apporte une certaine responsabilité forte, et je devais l'évoquer avec mon conjoint de l'époque, avec qui on était depuis 1 an. Et en fait l'électrochoc il n'a pas été plus important pour moi que pour lui en fait. Je pense qu'il était important pour les deux, parce que pour sa part, il s'était jamais vraiment posé les questions de la paternité. Et ça lui a permis de s'interroger lui-même sur son propre parcours. Et il s'est rendu compte qu'il ne voulait même pas être père. Donc moi, au moins, au travers de l'annonce, j'ai su que je voulais au moins me laisser cette option. Et pour nous, ça a été certes un peu difficile, parce qu'on ne se sépare pas en s'aimant sans difficulté. Ça semblait évident qu'on ne pouvait pas continuer ensemble, on n'avait pas les mêmes projets de vie sur le long terme. Et je pense que moi j'étais prête à l'engagement pour lequel lui il n'y était pas encore prêt. Bien sûr que ça a influencé ma vie parce que je l'ai su au mois de mai et plus exactement fin août il y avait déjà plus rien. On s'était séparés. Quand tu as eu une crise d'endométriose, tu m'as dit que tu avais l'impression d'être emportée par une vague émotionnelle. C'est aussi le tout début pour toi. Tu viens juste de commencer tout ce chemin d'acceptation dont on parlera dans l'épisode suivant avec Marie qui va nous témoigner justement de ce parcours. Donc toi, tu es au tout début de ce parcours d'acceptation. Comment ça s'est traduit dans ton quotidien, ces vagues émotionnelles, quand tu as des crises d'endométriose ? Je me suis faite surprendre par une crise d'endométriose à devoir être allongée dans le noir,
avec une bouillotte qui n'existait pas, donc c'est-à-dire une serviette quand vous êtes chez des amis, que vous avez humidifié et chauffé dans un micro-ondes parce qu'il va falloir faire le nécessaire et adoucir un petit peu tout ça, je me suis fait surprendre déjà par un flux d'émotions que j'étais en incapacité de gérer, par une fatigue qui était assommante et par des douleurs qui ne voulaient pas me lâcher. Et ça, non, j'ai pas su l'exprimer. Tous ces symptômes sont arrivés les uns après les autres. Je pense qu'en fait, on peut déterminer une crise d'endométriose, en tout cas, moi, j'arrive à déterminer mes crises d'endométriose qu'après coup, en fait. Et c'est là où j'arrive à mieux poser les mots. Donc ça demande une grande confiance en l'autre et en soi, de pouvoir vivre son endométriose sereinement, puisque sinon, on devient très vite peu lisible pour l'autre et on se sent très vite abandonné aussi quand l'autre n'est pas capable de discerner quand c'est l'endométriose, quand c'est le couple. Il y a quelque chose d'étrange. Effectivement, ça peut en tout cas amener beaucoup d'incompréhension. La fatigue, les émotions, tout se mélange. Et pour l'autre, on peut paraître pénible, agaçant, parce que c'est complètement incompris. D'autant plus quand on ne sait pas sur l'instant mettre nous-mêmes des mots sur ce qu'on ressent. Donc ça peut avoir un impact assez fort. Comment tu te sens par rapport à ça ? Est-ce que pour toi, il y a un petit sentiment d'injustice vis-à-vis du couple d'être atteinte d'endométriose ? L'endométriose rythme beaucoup mon humeur. Et ça, d'une part, je l'avais pas vraiment compris avant. Alors si, avant, je pensais juste que j'étais chiante. Mais aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus injuste en fait. Je me dis que le fait d'être malade, ça nous rend pas égalitaires face au monde. Alors je vais l'appréhender, je sais que je vais prendre le dessus sur tout ça. Mais en revanche, il y a quand même des moments où c'est difficile à traverser. À ce moment-là, je sens que pour Diana, l'interview se charge d'émotions. Le sujet du couple, de la relation, de l'acceptation sont encore des sujets fragiles. Et comme je la comprends, je me souviens, avant de rencontrer l'homme avec qui aujourd'hui je partage ma vie, je croulais sous une montagne d'incertitudes, de peur et de douleur. J'avais du mal à projeter ma vie dans une vie de couple stable, ou alors dans des projets familiaux, de foyer. De me voir même maman, c'était difficile. Il y avait une telle instabilité. J'avais l'impression que mon corps faisait les montagnes russes et que jamais je n'arriverais à stabiliser la relation que j'avais avec l'endométriose, la fatigue chronique et la douleur. Heureusement, tout comme Diana, qui m'a donné des nouvelles il y a quelques jours, les choses avancent. L'endométriose, mais la maladie en général, c'est un vrai chemin. On écoute Diana qui est au début de son chemin et donc évidemment il y a des sujets qui vont parfois un peu plus remuer que d'autres. Mais ce qu'on peut se dire en l'écoutant, c'est qu'elle est au début d'un grand chemin et quand elle se retourne aujourd'hui et qu'elle en parle, elle en est extrêmement fière. Repartons au cœur de notre interview, dans le sujet de la préservation d'ovocytes et du déclic de la question de la maternité ou non. Comment est-ce que tu vis cette révélation de l'endométriose ? Quand est-ce que ton médecin te pose le mot endométriose ? Elle me fait une écho pour vérifier ce qui se passe dans mon corps. Et là, elle me dit « Je vois 2 kystes endométriosiques. » Et grand silence, sans explication, sans rien. Mais c'est-à-dire, madame, que se passe-t-il ? Et en plus, c'était la remplaçante de mon gynéco, donc je ne la connaissais pas. Ça a fait l'effet d'un couperet, en fait. Je ne savais pas comment faire, quoi dire, quelle était la compréhension de ce qui venait de m'être dit. Et visiblement, c'était pas quelqu'un qui était dans la communication et dans l'explication. Elle m'a assez vite dit qu'il était nécessaire de devoir prendre une pilule hormonale, sans m'expliquer le pourquoi du comment et autres, alors que moi j'étais une anti-hormone depuis déjà 2 ans, où j'avais tout fait pour éliminer tout ça de mon corps. Donc, le discours qui m'était apporté ne semblait pas me correspondre. Je savais pas ce que c'était. Et c'est là que je t'ai rencontrée en fait. Alors sans que tu le saches, intimement au fond de ma chambre, j'ai commencé à regarder tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux pour comprendre ce que c'était que l'endométriose. J'avais déjà entendu le mot, mais en fait... c'est là où j'ai commencé, tu m'as accompagnée toute une nuit où j'ai écouté des podcasts. Alors ça a apporté des réponses à certaines de mes questions, et ça a aussi amené beaucoup de douceur, parce qu'en fait, du coup, quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'endométriose, je me suis dit « Oh, infertilité, aïe 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 !»
Mais moi j'ai 35, 36 ans, qu'est-ce qui va se passer pour moi? J'ai pas envie d'en parler maintenant dans ma vie. Enfin, c'était pas le moment. J'étais en couple, certes, depuis une petite année, mais enfin, j'avais pas envie d'en parler dans ma vie, c'était pas un sujet. Et là, tu as eu un podcast où tu évoquais que la fertilité, en fait, il n'y avait parfois que 10% des femmes qui étaient réellement concernées, il me semble, par vraiment le fait que ça coince coûte que coûte. Mais que néanmoins, il y a différents chemins pour atteindre la maternité. Et du coup, ce point-là va apaiser. Pour rétablir une information tout à fait juste, ce ne sont pas 10% des femmes atteintes d'endométriose qui rencontrent des problèmes de fertilité, mais malheureusement 30 à 40% des femmes. Cependant, ce ne sont pas 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose qui sont infertiles. Elles rencontrent des problèmes de fertilité. Elles peuvent être aidées par la chirurgie ou par la procréation médicalement assistée, la PMA. Effectivement, l'infertilité est une conséquence de l'endométriose dans certains cas, mais elle n'a absolument pas le monopole. Qu'est-ce qui provoque l'infertilité? L'état inflammatoire au niveau du système reproducteur, qui est néfaste pour la fécondation, les troubles de l'ovulation, une diminution de la réserve folliculaire due à l'endométriose, la formation d'adhérences qui peuvent comprimer ou boucher des trompes. Cela peut être aussi la présence d'un kyste ou d'un endométriome au niveau des ovaires ou l'absence de rapports sexuels réguliers à cause des douleurs. Les raisons de l'infertilité sont diverses et variées. Souvent, la prise en charge de l'infertilité fait partie intégrante de la prise en charge globale de l'endométriose. Tout d'abord, l'équipe réalise un bilan d'infertilité du couple et puis, en fonction des résultats, différentes techniques d'aide médicale à la procréation peuvent être mises en place ou une chirurgie programmée. Le résultat est plutôt positif puisque 50 à 70% des femmes atteintes d'endométriose tombent enceintes. En gros, c'est 60% des PMA, tous cycles compris, qui réussissent. Un résultat plutôt encourageant. Toi, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à la maternité et l'endométriose? Est-ce que tu te sens pressée par un système? Est-ce que tu as conscience de ton horloge biologique à 37 ans? L'horloge biologique que nous avons à peu près toutes, elle est importante au travers du discours des médecins qui m'ont un peu plus pressée sur ce sujet. Néanmoins, intimement, en moi, je ne me sens pas pressée de ça. Et ça n'a jamais été quelque chose d'oppressant dans ma vie, dans mon parcours de femme. Mais cette horloge biologique, elle est plus dans tout le parcours de soins qu'on nous évoque. Par exemple, quand j'ai commencé mes premiers entretiens pour savoir si j'avais la possibilité de faire de la congélation d'ovocytes, là on me dit « Madame, il est nécessaire de l'avoir fait avant vos 35 ans ». Bon, quand on a 37, que t'es en face de cette dame et que tu t'es pas posé ces questions, tu t'es dit, ok, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait et pourquoi cet âge? J'ai une date de péremption, vraiment, qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Et d'autant plus que, moi, dans mon parcours, quand ils ont commencé à me faire ma prise de sang pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui se passait dans mon corps, pour savoir si j'étais en capacité de, et encore, à mon avis c'est un très bien grand mot, mais en l'occurrence, s'ils nous font faire cette prise de sang AMH, je pense que c'est pour eux une façon de déterminer une espèce de capacité. Moi, quand j'ai fait ma prise de sang, l'AMH était de 5,34. Donc je me mets encore moins la pression, à tort ou à raison. Ça, j'aurais les réponses plus tard. Mais je vous le redirai peut-être pas. Voilà, 5,34, et là j'ai dû le refaire, parce que, étant donné que je suis dans un parcours de congélation d'ovocytes, j'ai dû refaire cette prise de sang. J'ai fait cette prise de sang après l'arrêt de la pilule. Alors, est-ce que c'est ça qui a boosté ou pas? J'en sais rien. Mais là, ma prise de sang est à 5,98, donc c'est assez surprenant comment mon corps réagit face à tout ça. Ça ne veut pas dire que je suis en capacité et que je suis fertile, parce que tout n'a pas été encore analysé dans mon corps. Et c'est une très juste remarque que nous fait Diana. Les chiffres, et notamment la mesure de l'AMH, est représentative d'une potentielle fertilité. Mais elle n'a pas le monopole. Et pour cause, dans mon cas, elle a même été plutôt mauvaise indicatrice. En effet, mon taux d'AMH était inférieur à 1, en soi bas. Pourtant, à l'imagerie, lors de l'échographie, on voyait bien des follicules et des ovocytes. Au comptage folliculaire, les résultats étaient plutôt positifs. Et mon médecin, qui me suivait pendant toute la PMA, m'a dit
Je décide de croire ce que je vois sur les images et de ne pas croire cette mesure ou les chiffres. Et vous ? Cette phrase m'a portée pendant tout mon parcours et il avait raison. L'AMH, ou hormone antimullérienne, est une hormone qui tend à décroître avec l'âge en parallèle du nombre de follicules. On peut dire que c'est un indicateur ou un reflet de la réserve ovarienne de la femme. Ce chiffre peut permettre aux professionnels d'avoir une idée de la réserve ovarienne et du nombre de follicules. Mais attention, elle n'est pas toujours juste. La mesure doit être faite au bon moment, en fonction du cycle de la femme, et dans une période d'hygiène de vie correcte. Alors voilà, c'est une mesure à prendre avec des pincettes, mais on fait souvent un test d'AMH, donc c'est une prise de sang, avant la préservation ovocytaire, mais aussi avant une PMA. Ça fait partie intégrante du bilan d'infertilité ou de fertilité. Après avoir écouté la mise en contexte de Diana et son début de cheminement avec l'endométriose, nous allons aborder la partie plus théorique, plus informative sur cette préservation d'ovocytes pour ensuite revenir au témoignage de Diana. En France, l'âge du premier enfant est en moyenne à 31 ans et le désir de maternité est différent chez chaque femme et plusieurs événements personnels peuvent conduire à repousser un projet de grossesse. Cela peut être une maladie, un décès, une aventure de vie, un changement de couple, de stabilité, un changement géographique, professionnel, bref. La liste est longue et afin de limiter les conséquences de ce changement sur la fertilité, il est désormais possible d'avoir recours à la congélation d'ovocytes. Ce que vous devez retenir, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, depuis la loi bioéthique d'août 2021, toutes les femmes âgées de 29 à 37 ans peuvent désormais congeler leurs ovules sans motif médical. Dans mon parcours, j'ai dû justifier de mon endométriose, de sa sévérité, de mon infertilité. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Toute femme peut faire congeler ses ovocytes entre 29 et 37 ans. La recommandation générale, c'est de le faire avant 35 ans. Tout simplement parce que médicalement, on considère que la réserve ovarienne et la qualité des ovocytes diminuent avec l'âge. En réalité, on voit bien qu'au cas par cas, ça ne fonctionne pas tout le temps. Il y a beaucoup de facteurs évidemment qui rentrent en jeu. Congeler ses ovocytes, c'est aujourd'hui une procédure qui n'est pas négligeable. On va faire d'abord un bilan et puis on va faire des tests cliniques à la femme pour voir si elle est en mesure de recevoir les hormones, les injections, etc. pour que toutes les précautions soient prises. Ensuite, il va y avoir une phase de stimulation ovarienne. Car, comme pour le don d'ovocytes, le traitement comprend un cycle de stimulation. L'objectif est de booster la production et la maturation des ovocytes. En gros, on va essayer de vous faire produire un maximum d'ovocytes pour pouvoir en mettre un maximum de côté, pour vulgariser. La stimulation ovarienne permet en général d'obtenir entre 5 et 20 ovocytes par cycle menstruel. La quantité jugée optimale, c'est à peu près ça, entre 5 et 20. Sachant qu'à partir de 15, parfois, on peut estimer qu'on est en hyperstimulation, c'est-à-dire que ça peut faire un peu mal, puisque notre ovaire va parfois tripler ou quadrupler de volume puisqu'il va produire beaucoup plus d'ovocytes qu'habituellement. Une fois qu'on a vécu cette phase de stimulation, donc par des injections hormonales et un protocole, on va passer à la phase de prélèvement des ovocytes. 2 jours après la dernière échographie, de comptage pour voir si tout se passe bien à l'intérieur des ovaires, donc on regarde combien il y a d'ovocytes, s'ils ont bien grossi, on voit que c'est le bon moment et donc là on va décider de les ponctionner. Entre guillemets, ils sont mûrs. Le spécialiste procède alors à la ponction au bloc opératoire. Ça peut être sous anesthésie locale ou générale, en fonction des douleurs de la patiente, en fonction du ressenti et de la demande. Une fois que ces ovocytes ont été prélevés, on va congeler ou vitrifier ces ovocytes. C'est la dernière étape, on va les vitrifier dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Comme le décrit l'Agence de la biomédecine, chaque année, les personnes qui auront réalisé une autoconservation d'ovocytes devront faire savoir si elles souhaitent les conserver, les utiliser en vue d'une PMA, en faire un don à des personnes en attente d'un don de gamètes, à faire un don à la recherche scientifique ou à mettre fin à leur conservation. Chaque année, la question nous est posée. L'âge limite, puisqu'il y a quand même un âge limite de la prise en charge, est de 43 ans pour une FIV, avec ses propres ovocytes. Les FIV avec don d'ovocytes sont souvent possibles jusqu'à 49 ans, parfois à 50 dans certains programmes. Environ 27% des femmes en dessous de 25 ans tombent enceintes avec des ovocytes congelés, 20% entre 35 et 37 ans, 14% entre 39 et 38 ans, et 7% entre 40 et 42. Comme ça, vous avez un peu tous les chiffres en tête. Et sans parler d'horloge biologique, parce que vraiment, c'est pas possible aujourd'hui de résumer une femme à son âge. Le fait d'avoir un enfant est complexe. Mais je pense que c'est quand même important de rappeler quand même les pourcentages, parce que ça peut être aussi une manière de prendre conscience de la réalité dans laquelle on est, tout simplement. Pourquoi je vous parle de tout cela aujourd'hui ?
pour que vous ayez les cartes en main si ce sujet vous interpelle ou vous intéresse pour savoir un petit peu comment ça se passe. La procédure dure environ entre 9 et 15 jours, la procédure de stimulation, le protocole comme on dit, et c'est un parcours qui est assez engageant pour la femme. Faire préserver ses ovocytes, c'est aussi se donner le maximum de chances de. Donc si on a une peur, une anxiété, quelque chose qui nous apporte une charge mentale au quotidien très lourde, ça peut vraiment valoir le coup de le faire. Vraiment. D'autant plus que effectivement, avec le temps qui passe, la réserve ovarienne diminue rapidement et quand on est atteinte d'endométriose, d'autant plus. Aujourd'hui, c'est une clé en plus que le système médical nous propose, nous offre. C'est une clé toute récente puisqu'avant 2021, elle n'était pas accessible à toutes. On n'est pas encore totalement informé de cela, c'est pas encore rentré dans l'inconscient collectif, mais ça commence. Mais voilà, pour passer à l'acte, c'est encore autre chose. N'hésitez pas à vous tourner vers votre gynécologue ou à contacter un centre hospitalier spécialisé dans l'infertilité, la PMA, pour avoir quelques informations. Il y a aussi toute la partie prise en charge et remboursement dont on va parler à la fin de l'épisode. Est-ce remboursé et comment ? Je pense qu'il est toujours mieux de parler de préservation ovocytaire à plusieurs voix de femmes. C'est pour ça que je vais nous remettre un extrait de l'interview que j'avais fait avec Lolette, qui a enregistré l'épisode sur l'empêchement sexuel et la rencontre amoureuse avec l'endométriose. Ici, elle nous parle du parcours de préservation d'ovocytes qu'elle a aussi effectué. Alors, une préservation ovocytaire, moi j'ai eu à peu près une dizaine de jours, c'est 10 ou 12 jours de stimulation ovarienne, donc avec... Donc on a 2 sortes d'injections à faire tous les jours au niveau de l'abdomen, voilà. Et puis ensuite, il y a des échos tout au long des 12 jours pour voir un petit peu si la stimulation fonctionne ou pas, si on a des ovocytes qui peuvent être prélevés. En fonction des échos, ils peuvent un petit peu changer les doses des injections pour que ça fonctionne mieux. Et puis au bout de 12 jours, on est prélevé donc sous une anesthésie générale qui est assez légère, enfin ça doit être 5-10 minutes. Et voilà, c'est sans douleur, ça se passe bien, c'est très rodé, c'est très protocolisé. Pour le coup, il y a plein de choses qui le sont moins dans l'endométriose. Et cette partie-là, elle est très protocolisée et en tout cas... C'était très doux, j'ai pas eu d'effet indésirable particulier, parce qu'on dit beaucoup, peut-être on peut grossir, on peut avoir mal au ventre, avoir des douleurs à cause de l'hyperstimulation, parce que c'est quand même une hyperstimulation, ou être un peu dans l'émotion, être déprimé. Moi, ça a été assez léger, quoi. J'ai peut-être ressenti un peu de tout ça, mais très légèrement. C'était pas un calvaire non, pas du tout. Émotionnel ou physique? Non, vraiment, non, pas du tout. C'était un chemin assez doux et assez juste pour moi. Et je me suis pas questionnée beaucoup. Une fois que j'ai pris ma décision, je l'ai fait et je suis rentrée très engagée dans le protocole. Ça s'est très bien passé. Alors, j'ai fait 4 cycles et donc il y en a qui ont mieux marché que d'autres. Avec les premiers cycles, j'ai eu 11 ovocytes, donc c'est hyper bien. D'autres où j'ai eu 5 ovocytes seulement, mais c'était un peu un coup sur 2. Et ça vient en fait, c'est naturel, ils savent pas expliquer pourquoi une fois ça va super bien marcher, l'autre un petit peu moins bien. Mais ça a j'étais bonne répondeuse en tout cas, ça a bien marché, le protocole qu'ils ont essayé a bien marché d'emblée. Mmh. Donc oui, c'est assez rassurant et... On a beaucoup aussi de gratitude pour son corps, de voir que ça fonctionne aussi. En écoutant Lolette parler de sa préservation d'ovocytes, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ma FIV, ma fécondation in vitro, que j'ai faite donc dans mon parcours PMA, ma procréation médicalement assistée, pour pouvoir avoir ma fille. Je me souviens de l'affect et de la lourdeur émotionnelle que je ressentais. À chaque cycle de stimulation, il y avait beaucoup d'enjeux, et j'avais l'impression que ma vie se jouait d'une certaine manière. J'ai dû faire de la sophrologie et me faire accompagner pour réussir à prendre un peu de distance. Quand Lolette en parle, on sent que la préservation d'ovocytes est plus légère. Et bien que le protocole soit lourd et intense, il est plus facile de prendre de la distance pour la femme. Ça, c'est un point positif. Alors ça, t'as pas ça dans la préservation ovocytaire, parce que tu sais que tu y vas pour les congeler. Et donc et d'ailleurs, tu es avec des femmes qui font PMA, qui font tout le cycle. Et donc tu sens d'ailleurs une certaine tension dans les salles d'attente.
où moi j'étais plus légère. C'est vrai qu'il y avait assez peu d'enjeux, à part le fait de pouvoir être prélevée, avoir quand même une certaine réserve ovocitaire, etc. Et ça, c'est aussi important, et tout le monde n'a pas aussi cette chance. Ça peut. Donc j'étais. Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi ressenti de la gratitude, parce que ça aurait pu ne pas fonctionner aussi. Mais c'est vrai que oui, on y va assez légère, sans enjeu. L'envie de faire une préservation ovocitaire pour Diana, c'est l'endométriose qui l'a déclenchée. C'est l'endométriose qui a été la grosse prise de conscience de Diana. Sur son âge, j'ai 37 ans, je veux pouvoir prendre une décision libre, ou en tout cas avoir mis toutes les chances de mon côté, et pour ça, je décide de faire cette procédure. L'endométriose a eu un fort impact dans ma vie. Mais peut-être pas comme on pourrait l'entendre. C'est-à-dire que pour ma part, la première chose qu'elle a réalisée, c'est qu'elle m'a fait gagner du temps. Elle m'a fait me poser des questions auxquelles je me confrontais pas encore, par rapport à la maternité. Dans la vie, on fait rentrer parfois toute personne dans notre parcours, plus ou moins importante, et des fois, on se dit c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps de ça. Donc je gagne un temps fou à me dire que j'ai plus le temps de ça, puisque j'ai bien d'autres chats à fouetter et bien d'autres sujets pour prendre soin de moi. Du coup, j'avance, ça me permet de mettre un pied devant l'autre, et ça me permet vraiment de gagner du temps et de faire plein de belles choses et d'imaginer, de transformer des choses pour un demain vraiment meilleur. Et alors, cette préservation d'ovocytes, est-ce que tu es décidée à la faire aujourd'hui ? Est-ce que tu as eu les réponses à tes questions quand tu es allée voir un médecin pour lui dire que tu te posais la question de préserver ta fertilité au regard de ton âge, au regard de la vie aujourd'hui que tu mènes, de là où en est ta relation. Enfin, pour pouvoir avoir un enfant, on a tellement de facteurs à réunir pour se sentir bien. Comment tu te sens dans ce début de cette préservation d'ovocytes ? Est-ce que tu sais où tu vas aller ou pas encore ? La préservation d'ovocytes, pour moi, ça a été un bien grand mot. Déjà, au début, on ne sait même pas vraiment en quoi ça consiste. Pour ma part, j'ai eu la chance de rencontrer la médecin qui s'occupe de ça, et elle a été très claire, très simple. Elle m'a fait des schémas. Elle m'a expliqué que dans chaque ovule, nous avions à peu près 6 ovocytes. Qu'en fait, dans un cycle normal, nous ne lâchions qu'un petit œuf, pas sur un ovule, et ça par alternance. Donc d'un mois à l'autre, on ne fait pas travailler le même ovaire. La préparation à la préservation d'ovocytes, c'est le fait de booster tous ces ovocytes dans son ovaire au travers donc de 12 piqûres dans un cycle qui va permettre de booster tout ça. Ils vont tous se développer d'un coup, c'est-à-dire que mes ovaires risquent de... Alors je sais pas si c'est doublé, triplé ou quadruplé de volume, mais en tout cas ils prennent du volume. Donc une piqûre par jour qui me permettrait en fait d'atteindre cet objectif, et qu'à l'issue de ce schéma, que je puisse utiliser ces petits œufs qui sont en attente pour moi. Ou pour peut-être quelqu'un d'autre. Oui, parce que en fait, aujourd'hui, dans l'état des choses actuelles, pour toi, tu ne sais pas encore si tu en as besoin ou pas. Alors tout d'abord, il est vrai que déjà, par rapport à mon parcours, je ne sais pas si je vais en avoir besoin ou pas. Mais encore pire que ça, c'est qu'en fonction de ce qui se passe dans ma vie, est-ce que je vais avoir envie d'être maman ou pas ? Je pense que même sur ça, je suis pas décidée. Donc, je pense qu'il faut surtout qu'on prenne son propre chemin par rapport à ce qu'on ressent, parce qu'il n'est pas nécessaire de s'accomplir au travers de la maternité, même si on a fortement envie, ça veut pas dire qu'il faut le faire coûte que coûte. Enfin, en tout cas, chacun prévoit la façon dont elle souhaite le faire. J'aimerais me laisser des chances, même si j'ai un peu peur de passer par ce parcours de stimulation qui peut aussi apparemment provoquer un boost sur l'endométriose et autres, et c'est pas du coup à prendre à la légère parce qu'on touche à notre santé. Et ce qui m'a énormément rassurée dans ce qu'elle m'a dit, c'est que déjà je ne sais pas si j'en aurais besoin pour moi, mais en plus je pourrais donner ces ovocytes en fait qui pourraient aider d'autres femmes qui en auraient besoin dans leur parcours. Donc ça m'a rassurée. Ça, cette notion de don d'ovocytes te plaît, de pouvoir dans tous les cas les partager, qu'ils soient pas perdus ? Bah exactement, enfin je me serais infligé quand même quelque chose qui serait assez fort dans mon parcours de vie. J'aimerais au moins que ce soit pas inutile pour tout le monde. Que je fasse moi le choix de ne pas avoir un enfant, c'est mon propre choix. En revanche, je sais que tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir faire ses choix et d'avoir des parcours aussi doux dans leur vie. Et j'aimerais au moins que ça puisse servir à quelqu'un. Elle m'a alertée sur le fait que le don d'ovocytes n'est plus
anonyme et que dans ces cas-là, il faudrait que je passe par un parcours même devant un psychologue parce que voilà. Mais en même temps, je ne considère ça même pas comme mes œufs. C'est-à-dire que si vraiment je prends la décision de le faire, je veux qu'il serve à quelqu'un qui que ce soit. Moi ou autre, voire les deux si j'en ai beaucoup et que je peux en donner. Parce que voilà, autant que ça sert vraiment. Enfin, pour moi, le don d'ovocytes, ça serait pour moi une chance. Je le vois vraiment pas comme quelque chose de perturbant dans le fait de transmettre une génétique ou quoi que ce soit. À la limite, ce qui me perturberait le plus dans le fait de transmettre ma génétique, c'est si toutefois c'est une jeune fille et que je pourrais indirectement, si directement en fait, mais dans le corps d'une autre femme, lui transmettre mon endométriose, tu vois. C'est peut-être ces choses-là qui m'interpellent plus que le fait de donner quelque chose qui sera pas moi et qui sera pas transporté par moi. Et c'est pas moi qui vais y donner l'amour à cet enfant. Donc en fait, ça sera pas tout à fait mon histoire. Par contre, si toutefois enfant il y a de ce développement, etc., et que cet enfant a besoin de me parler peut-être plus pour la partie santé, parce qu'ils ont besoin, parce qu'il y a des questionnements et autres, je serai à l'écoute. Personnellement, j'y vois pas de frein. On termine cet épisode avec 3 précisions. La première, on utilisera toujours des ovocytes frais si c'est possible, même dans l'assistance à la procréation. Les ovocytes congelés, c'est un peu le plan B si la fertilité naturelle est vraiment altérée. En général, quelles sont les chances de succès ? Tout dépendra évidemment de la fertilité naturelle de la femme et de son âge, etc. Il n'y a jamais 100% de chances de tomber enceinte, et on le sait. Et encore moins dans le cadre d'une PMA, avec des ovocytes congelés qui ne sont pas toujours opérationnels après la décongélation, je le précise. Néanmoins, c'est aussi une question de chance. Il n'en suffit que d'un seul. Et je l'ai bien compris pendant ma PMA, puisque j'avais peu d'embryons, j'avais eu peu d'ovocytes, et ma PMA a quand même fonctionné du premier coup, alors que les pronostics n'étaient pas très positifs. Pour terminer, combien ça coûte ? Objectivement, cela coûte entre 2000 et 3000 € à la médecine de faire une stimulation ovarienne et de congeler des ovocytes. Aujourd'hui, cet acte est entièrement remboursé. Il est remboursé à 100% par l'assurance maladie lorsqu'il est réalisé dans des centres publics ou privés à but non lucratif. Je termine en vous disant la chose qui pour moi est la plus importante. Une fois que vous connaissez les informations, que vous vous êtes informé, que vous êtes consciente de ce que vous allez vivre, préservation d'ovocytes, PMA ou parcours qui vous demande d'être motivé et qui vient de votre propre décision, lâchez les chiffres, lâchez votre âge, lâchez les réserves d'AMH, le nombre de follicules, parce qu'en réalité, la vie nous surprend et qu'une naissance, c'est la vie qui s'accroche. La vie peut nous surprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire aux femmes sur cette découverte de ton endométriose, sur ce chemin que tu es en train de commencer? Il faut que vous ayez beaucoup de compréhension et de douceur, de compassion avec ce que vous pouvez vivre et ressentir. Ainsi s'achève l'épisode 17 de Parlons d'Endo, un épisode au cœur de la préservation d'ovocytes. Si vous avez une question, que vous avez besoin d'aide, de précision, d'information, n'hésitez pas à aller sur le site d'Endo France. Endo France, c'est l'association française de lutte contre l'endométriose. Leur mission, soutenir, informer et agir. Ils sont à l'écoute, vous pouvez leur envoyer un mail et ils œuvrent pour les femmes, pour libérer la parole, pour que la prise en charge de l'endométriose s'améliore depuis des années et des années. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est si vous avez 1 minute à consacrer au podcast Parlons d'Endo, même si vous avez un peu eu la flemme les fois précédentes, 5 étoiles pour Parlons d'Endo, c'est génial et pour moi aussi. D'une part, ça me prouve qu'il y a des femmes, des vraies personnes de l'autre côté du micro et que ça les aide, les soutient, les oriente ou juste les fait réagir. Et d'autre part, ça me permet d'être bien référencée. Je suis toujours très heureuse de voir que Parlons d'Endo, c'est le premier podcast sur le sujet de l'endométriose, le plus écouté, le plus noté, le mieux référencé. Pour que ça continue, j'ai besoin de votre aide. Merci. Belle semaine à toutes, beau mois de février à toutes, si vous écoutez ce podcast en février, puis sinon, beau mois de bip, le mois où on en est aujourd'hui. Et n'oubliez pas, Parlons d'Endo, un peu n'importe comment, à l'image de la maladie, mais Parlons d'Endo. Pour commander l'Endobox, c'est très simple, vous pouvez aller sur le site du journal de l'endométriose, le journaldelendométriose.com ou sur la page Instagram, le lien est dans la bio. Avec le code Parlons d'Endo, vous aurez une réduction surprise sur la box.